On va démarrer la conférence autour de l'attractivité des métiers. Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue au CFIA. Autour d'une question importante qu'on souhaite aborder avec vous ce soir, comment attirer et fidéliser les compétences dans l'agroalimentaire dans un monde sous tension? Quelles sont les perspectives pour 2030? Pour répondre à cette question, nous avons ce soir 4 intervenants, 4 experts du domaine qui vont se présenter à nous avec, pour commencer, Eric Ladger, qui est directeur général de l'école d'ingénieurs de Purpan. Bonsoir Eric. En quelques mots, l'école d'ingénieurs de Purpan, est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est? En quelques mots, une école centenaire qui donc d'ingénieurs qui maintenant développe d'autres formations, notamment une formation agro-bachelor. C'est actuellement 1500 étudiants. Et pour se rapprocher un peu du secteur, c'est chaque année on est sur 300 ingénieurs diplômés et sur ces 300 ingénieurs, 20% sont dans la transformation agroalimentaire. Merci Eric, on a mis le jingle, peut-être que la régie va pouvoir nous aider pour réduire le son. C'est là-haut je crois. Ça va être un peu compliqué. Deuxième intervenant de cette intervention ce soir, Jérôme Introvine, qui est CEO de Motus Talentus. Bonsoir Jérôme. Bonsoir, ravi d'être là avec vous. Effectivement, donc moi j'ai un cabinet de recrutement de chasseurs de tête. Moi je me qualifie plutôt de pêcheur de talent. Mais effectivement, après 15 ans dans l'agroalimentaire et en tant qu'ingénieur agro-paritech, j'interviens pas mal dans le secteur de l'agroalimentaire ou de l'agriculture d'ailleurs. Et je serais ravi de partager cette expérience avec vous. Jérôme qui a aussi une grande expérience de l'industriel, hein, n'est-ce pas Jérôme? De l'industriel, je ne sais pas si j'ai une grande expérience dans l'industriel, j'ai exercé plusieurs fonctions dans la filière agroalimentaire. Effectivement, de la grande distribution à des belges ETI qui fabriquaient des biscuits par exemple. Mais j'ai aussi travaillé dans les œufs ou dans la charcuterie, enfin je connais un peu ce secteur-là. Merci Jérôme. Troisième intervenante, Agathe Olive, qui est directrice de la gestion des projets stratégiques et de l'international à l'Agropole, Technopole agroalimentaire. En quelques mots, qu'est-ce que c'est que l'Agropole? Bonsoir à tous, merci Sylvain. Donc l'Agropole est basée à Agen, à Estillac, avec plus d'une centaine d'entreprises agroalimentaires sur le site et près de 2500 employés également à Estillac. Et l'Agropole a un concept assez unique en Europe, puisqu'il y a un accompagnement à 360 degrés, vraiment à partir de l'idée du produit agroalimentaire jusqu'à l'installation en usine. Donc c'est assez inédit. Et on a des équipes aujourd'hui, à la fois sur Agropole et sur Agrotech, donc le centre de ressources techniques, qui va accompagner les entreprises sur le ressourcement financier, le lien avec les investisseurs, les levées de fonds et aussi sur le recettage R&D et le process auprès des industriels qui veulent développer leurs produits. Alors on parle, Agathe, d'industriels. On a avec nous ce soir la chance d'avoir Mathieu Lecoq, qui est directeur d'usine au sein du groupe Léa Nature. Bonsoir Mathieu. Bonsoir Sylvain. Donc bonsoir à tous, Mathieu Lecoq. Donc je m'occupe des sites effectivement de BioVivers. C'est la conserverie du groupe Léa Nature, donc épicerie sucrée salée. On a 2 sites de production à côté d'Agen, un site à Bazins où on fait de la conserve en bocal vert et en boîte 5-1, et un site à Damazan qui est spécialisé sur les sachets en doigts pack. Voilà. En tout cas, merci à tous les 4 d'être présents ce soir. 4 expertises autour d'un sujet qui est aujourd'hui plus que d'actualité, puisque comme malheureusement vous le savez, la crise sanitaire s'est rajoutée la crise politique et aujourd'hui la crise économique, et tous les industriels de l'agroalimentaire et tout l'environnement de l'agroalimentaire souffrent énormément à la fois de la hausse des prix et puis de la pénurie de compétences. Alors justement, on va traiter ce sujet-là ensemble ce soir pour démystifier la pénurie de compétences, comprendre d'où elle vient et quelles solutions on peut trouver autour de cette problématique. Alors pour commencer, peut-être dressons un portrait rapide avec Agathe de l'agroalimentaire dans cette rentrée 2022. Alors aujourd'hui, l'agroalimentaire, ça reste le premier employeur en France, puisqu'on a près d'un demi-million d'emplois en France qui sont directement reliés à l'industrie agroalimentaire, avec plus de 15 000 entreprises françaises sur ce secteur-là. Donc ça reste le premier secteur industriel en France, avec près de 198 milliards de chiffre d'affaires. Donc c'est quand même ça reste un secteur très dynamique. Et une petite anecdote sur le 2020, on a eu plus 700
pardon, pas 700 000, ce serait génial, mais 7 387 emplois qui ont été créés en 2020. Donc c'est vraiment un secteur dynamique et aujourd'hui qui est confronté à de sacrés enjeux qu'on connaît tous autour de la table aujourd'hui, que ce soit les enjeux de recrutement, les enjeux de décarbonation, on en parle énormément, les enjeux d'adaptation au changement climatique, évidemment regagner de la compétitivité dans nos territoires et relocaliser nos productions au niveau du national. Il faut juste noter qu'un des leviers pour gagner de la compétitivité, c'est aussi peut-être l'export, puisqu'en France, 2 entreprises sur 10 agroalimentaires exportent versus 8 sur 10 en Allemagne. Donc on a quand même un petit bout de chemin à faire sur la partie export. Mais le recrutement reste un gros enjeu et c'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui. Peut-être un petit focus, et on y reviendra à ce moment après, sur le territoire de l'Agropole, donc Agropole Technopole basé en Lot-et-Garonne, précisément à Agen. Quels chiffres on pourrait citer? Oui, donc aujourd'hui, pour information, sur l'Agropole, on a 200 emplois à CDI qui sont ouverts et qui sont en attente d'être pourvus sur 2500 salariés. Donc c'est quand même assez important. Et aujourd'hui, la région Nouvelle-Aquitaine et la région Occitanie aussi, aujourd'hui à ne pas oublier puisqu'on est à Toulouse, pèsent énormément sur le recrutement agroalimentaire puisqu'on a 50 000 emplois dédiés à l'agroalimentaire entre la région Nouvelle-Aquitaine et l'Occitanie. Donc on est sur un joli sud-ouest qui pèse beaucoup sur l'emploi agroalimentaire, derrière la Bretagne et le Pays Val-de-Loire, mais on est bien présent. On est bien présent. Alors sur ces mots joli sud-ouest, Jérôme, toi qui es expert du recrutement, quelle est toi ton expertise aujourd'hui sur déjà cette rentrée 2022? Quel constat tu fais sur le recrutement actuellement? Et quelle image a aujourd'hui l'agroalimentaire auprès des candidats? Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors déjà sur le contexte, je ne vais pas être très enthousiasmant et pas très rassurant. Depuis le mois d'avril-mai, on va dire, c'est vraiment très compliqué de faire bouger des candidats, en fait, tout simplement, de les faire se déplacer d'une entreprise à une autre, d'un projet à un autre, etc. Avec des taux de retour des candidats qu'on va interpeller qui sont divisés par 2 ou 3 par rapport au début de l'année. Donc c'est assez frappant. Et qui est effectivement, on est dans un contexte qui est plutôt angoissant par rapport à tous les éléments que vous avez cités et qui ne pousse pas les salariés à changer d'entreprise, à changer d'emploi, à se déplacer, à changer de filière et encore moins donc à faire des pas de côté. Donc après, il nous reste 2 cibles en gros, les juniors qui sont en quête de nouveaux challenges, de nouvel emploi, voire du premier emploi. Donc je parle des 3-4 premières années de salariat, et puis les seniors qui, on le sait, ont beaucoup de mal à trouver des emplois. Et mes derniers candidats ont plus de 55 ans, là, les 2 ou 3 derniers candidats que je viens de transmettre cette semaine à mes clients. Et ça, c'est vrai dans tout secteur confondu, puisque en fait, c'est un sujet de contexte sociétal et pas un sujet de compétition entre filières ou d'image des filières. Maintenant, si on revient sur l'agroalimentaire, alors déjà, il faut garder en tête qu'effectivement, pendant la crise 2020, c'est à peu près la seule filière qui n'a pas subi la crise, mais vraiment pas, enfin, dans toute sa chaîne de valeur. Et on aurait pu imaginer qu'elle s'en serve. Moi, à l'époque, j'avais des candidats qui me disaient « Je veux quitter le BTP ou d'autres filières pour venir dans l'agroalimentaire parce que c'est essentiel. » Vous vous rappelez de ce mot? Et les candidats me disaient « Moi, je veux faire un truc qui est essentiel. Je bosse chez Leroy Merlin, c'est fermé, quoi. » Donc, il y avait quelque chose à jouer pour l'agro à ce moment-là, en repartant de cet essentiel-là. Et finalement, la filière n'a pas joué, quoi. Enfin, finalement, la filière n'a pas pris la parole sur ces sujets-là, elle n'a pas eu l'occasion ou pris la plume, tout simplement, ou le micro pour redorer son blason, parce qu'on sait que l'agroalimentaire souffre plutôt d'une image un peu vieillissante, un peu de pénibilité, d'environnement difficile, il fait chaud, il fait froid, etc. Et surtout de retard sur tout ce qui est numérisation, nouvelles technologies. Et aujourd'hui, quand vous êtes Eric va pouvoir nous donner son point de vue sur les jeunes diplômés, mais quand vous êtes un jeune diplômé, vous avez le choix finalement de choisir entre, en gros, les services et l'industrie. Donc déjà, c'est plutôt 70% vers les services. Et dans l'industrie, vous avez le choix entre quelques filières. Ici, on est à Toulouse, en gros, il y a l'aéro, et ils sont très attractifs, parce que très technologiques, etc. Et puis, on a l'agroalimentaire, et on n'a pas cette image-là de métier du futur, d'industrie du futur. C'est un premier point, donc je pense qu'il y a un énorme travail, et qu'en fait, les entreprises agroalimentaires ont fait d'énormes progrès
sur le contexte, sur les environnements de travail, sur les technologies, sur l'industrialisation, sur la décarbonation, sur beaucoup de sujets, mais qu'elle n'a pas pris la parole, elle n'a pas su le dire, elle n'a pas su redorer le blason. Et malgré des efforts qui sont faits à plein de niveaux, en fait, on a une myriade de PME qui n'ont pas forcément la capacité de communication et finalement d'appuyer un discours pour aller transformer en attractivité. Donc après, il y a un travail de filière à faire, des syndicats représentatifs, des organisations, effectivement, pour redorer le blason et gagner cette compétitivité avec les autres filières industrielles. Alors, merci pour ces apports. Avant de passer justement à l'industriel, côté de la formation, quelle image aujourd'hui ont les jeunes de l'agroalimentaire et comment toi tu as vécu, Eric, cette rentrée 2022 ? Alors, je vais peut-être apporter quelques éléments positifs. Nous, la rentrée est excellente. On est sur une croissance assez forte, c'est-à-dire Purpan, il y a 3 ans, c'était 900 étudiants, aujourd'hui c'est 1500. Donc ça veut dire qu'on a augmenté nos premières années, on a fait plus 40%, c'est-à-dire on a des promos qui sont passés de 200 à 300. On a créé un grade de licence avec des agro-bachelors, il y a 60 étudiants et donc on remplit. En revanche, il y a une vraie attente parce qu'on est lié au vivant. Et je crois que ce qui est important dans ce que les étudiants cherchent finalement, parce que ce qui est intéressant, moi, quand je recrute avant, c'est-à-dire post-bac, c'est surtout qu'est-ce qu'attendent les jeunes. Parce qu'avant, aujourd'hui, ils ont quand même des idées, ils ont des choses. Nous, on va travailler avec eux pendant 5 ans, mais ils ont quand même des attentes qui sont aussi assez spécifiques et ils ne veulent pas non plus faire n'importe quoi. Peut-être pour revenir par rapport à l'agroalimentaire et qu'est-ce qu'ils en voient. Alors moi, si je suis sur la sortie, sur les dernières années, ce que je vois, c'est que j'ai des étudiants qui montent des startups, elles sont assez souvent tournées vers l'agroalimentaire. Donc il y a à un moment donné, il y a une transformation positive, un imaginaire ultra positif. C'est-à-dire, moi, j'ai des étudiants qui ne travaillent qu'en filière. Et quand je dis de filière, ça part de la production. Donc ça veut dire que si je rentre dans un projet agroalimentaire, quel qu'il soit, il doit avoir du sens. Il doit avoir de l'éthique. Il doit amener des choses à fabriquer des produits qui sont issus de produits qui ont du sens, qui n'ont pas eu à un moment donné des charges, des phytos, des produits, des problématiques de CO2. Tout ça, c'est vraiment important. Et aujourd'hui, il y a vraiment une notion de valeur. Il n'y a pas qu'une valeur marchande, il y a une valeur éthique qui est à l'intérieur. Donc ça, ils le regardent immédiatement et je dirais que c'est déjà marqué quand ils arrivent. Donc ça ne fait qu'être de plus en plus important. Donc ça, c'est sur la sortie. Et de toute façon, aujourd'hui, ils sont vraiment formatés comme ça et c'est ce qu'ils attendent. Donc de la valeur et que cette valeur soit répartie et qu'il y ait aussi des notions assez équitables. Et en revanche, en amont, quand ils arrivent, ben c'est vrai qu'ils sont en attente de tout, mais déjà ils sont formés sur le fait qu'on ne fera pas. Et nous, on a intégré ça dans la totalité des cours où on doit intégrer ces attentes-là qui sont spécifiques et qui sont générationnelles. Aujourd'hui, ce sont des choses qu'ils partagent sur les réseaux sociaux. Voilà. Donc il faut aussi intégrer ça. Le jeune est un peu différent, mais il nous apprend aussi. Hein. Tu parlais justement de la recherche de sens. Alors ça va peut-être faire écho à ce que tu vis toi ou pas, mais quand on parle de Léa Nature, on parle forcément de nature. Donc tout le sens a son sens, c'est le cas de le dire. Est-ce que cette vision au niveau industriel, toi tu la partages aujourd'hui avec ce que viennent dire nos intervenants ce soir, Mathieu ? Je partage déjà les difficultés forcément de recrutement. Hein. C'est ce qu'on vit nous au quotidien. On est 65 personnes, on a 4 postes qui sont ouverts depuis presque début d'année parfois certains. Donc sur certains postes, il n'y a pas de candidats, simplement. Donc c'est vraiment compliqué. Et du coup, alors, nous, en plus, on n'est pas collé à Agen. Donc il y a forcément une contrainte géographique qui fait qu'avec le coût du transport aujourd'hui, on a des difficultés supplémentaires à attirer les personnes dans nos usines. Et je rejoins effectivement le constat fait sur le domaine de l'agroalimentaire qui n'attire plus vraiment. Effectivement, ce qu'on a l'impression, c'est que ça souffre d'une méconnaissance en fait, du métier. Il y a, je crois que c'est 1 personne sur 2 qui ne savent pas exactement quels sont les métiers dans l'agroalimentaire. Donc je pense qu'il y a du travail à faire là-dessus pour réexpliquer un peu ce qu'on fait. Alors que justement, l'intérêt de l'agroalimentaire, pour moi, c'est la diversité des métiers qu'on peut y trouver. Et puis, on peut rentrer sur un métier
et ensuite passer sur d'autres via des passerelles internes assez facilement. Donc il y a il y a une attirance qui est là, je pense. Et effectivement, après, ça souffre d'une mauvaise image dans le sens où c'est accolé à de la pénibilité physique, à des contraintes de rythme de travail aussi. Hein. Quand on est en 2-8 ou en 3-8, même la nuit, là, c'est encore plus compliqué de recruter. Alors même que sur les contraintes, il y a quand même beaucoup d'améliorations qui ont été apportées sur tout ce qui est ergonomie, sur les postes et tout ça. Et puis après, sur l'aspect technologie dont vous parliez, c'est pareil, c'est des choses quand même qui évoluent. Certes, on est loin de l'industrie aéronautique, mais on commence quand même à voir les robots dans les usines. Il y a des métiers techniques qui peuvent être malgré tout attractifs. On est dans la première partie, donc là on fait le constat, hein, il n'est pas tellement positif. Restons justement sur ce constat. Les médias ont annoncé il y a encore quelques mois, c'était pendant l'été, avec l'écho des États-Unis, on parle de grandes démissions. Est-ce que ça concerne exclusivement nos filières ou est-ce une réalité? Jérôme, peut-être d'Introvi qui peut répondre. Est-ce que nous sommes touchés, nous, dans l'agroalimentaire, par cette grande démission, sous couvert qu'elle existe? Alors, j'allais dire sous couvert qu'elle existe, parce que quand on regarde les chiffres de l'INSEE, de Pôle emploi, enfin qu'on recoupe tout, en fait, on a effectivement 6 millions de personnes qui sont sans emploi, au sens le plus large du terme. Donc on a plutôt 3 millions de personnes qui sont complètement sorties du système du salariat, par des problématiques de formation continue, etc., qu'on a laissé un peu de côté, en fait. On a 3 millions de chômeurs qui sont plus ou moins longue durée, avec une grosse problématique à remettre en emploi les personnes qui sont au chômage depuis plus d'1 an. Vraiment, enfin, on voit que c'est plutôt cumulatif, c'est-à-dire qu'une fois que vous êtes au chômage depuis 1 an, c'est très très compliqué de revenir sur le marché de l'emploi. Pas du marché du travail, hein, du marché de l'emploi, c'est-à-dire parce qu'après on va trouver des consultants, des coachs, etc., qui se débrouillent finalement. Mais on ne voit pas la grande démission. Enfin, très clairement, en France, on ne voit pas la grande démission. Et si on voit quelques problématiques de retour à l'emploi post-Covid, c'est en fait plutôt chez des personnes qui sont sous-qualifiées, enfin qui sont les moins qualifiées dans la hiérarchie des fonctions de l'entreprise. Donc le sujet il est plutôt là. Maintenant, il faut quand même se poser la question. Enfin, typiquement, la filière agroalimentaire en France, ça crée 5000 emplois par an. Pour une croissance qui est quasi nulle. Donc il faut quand même se poser la question, où vont ces 5000 emplois tous les ans? Est-ce que finalement, en complexifiant la façon dont on travaille, on n'a pas créé un peu de complexité justement en interne qui fait qu'on a besoin de plus de compétences, plus de talents? Ou est-ce que c'est juste la numérisation, la digitalisation de l'entreprise? Est-ce que c'est l'hyper-compétition qu'on connaît? Mais voilà, il faut quand même se reposer la question de où sont ces 5000 emplois qui manquent. Enfin, c'est 15 000 emplois qui manquent, dont les 5000 créés tous les ans. Il manque 5% de personnel, en fait. C'est pas énorme. Mais quand effectivement il manque 3 postes clés dans une usine, ça devient problématique. Merci Jérôme. Passons à la deuxième partie du débat. Les constats, vous les avez compris, il y a pas mal de choses à faire. Et justement, si on est là ce soir, si les 4 intervenants sont là ce soir, c'est pour vous présenter quelques pistes ou quelques réalisations déjà mises en place. En commençant peut-être par la partie formation, avec Eric Ladjé, directeur de l'école d'ingénieur Purpan. Comment on attire les jeunes aujourd'hui finalement dans l'industrie agroalimentaire et peut-être aussi dans le monde agricole? Comment on fait quand on est patron d'une école d'ingénieur comme la tienne? On ne leur parle pas d'agriculture. Parce qu'aujourd'hui, ce serait une minorité. En revanche, on va leur parler de nature. On parlait tout à l'heure de nature. C'est-à-dire qu'ils découvrent. C'est-à-dire nous, notre rôle, c'est de juste leur dire venez nous voir, vous allez voir de quoi on parle. Et en revanche, on est souvent avec des jeunes qui ont un allant par rapport à la nature. Et ensuite, alors c'est très très varié. Ça va du VTT au cheval, au ramasseur de champignons, au pêcheur, à celui qui plante des tomates en plein centre-ville sur son balcon de 2 mètres carrés. Enfin, je veux dire, voilà. C'est ça. Et je pense que ce rapport à la nature, je pense qu'après, il faut savoir le préserver chez eux. C'est-à-dire, ils sont venus pour ça. Donc la notion de filière, elle est importante. Et cette valeur-là, il faut qu'ils la retrouvent un peu plus tard. Et ça peut passer par je veux dire, des éléments, le numérique, le métaverse. On peut aller très 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 loin dans la formation, dans des choses. C'est pas grave, c'est quoi la finalité?
Et je pense que le sens qu'on doit absolument garder, il est phénoménal parce qu'aujourd'hui, ça ne leur suffira pas de se retrouver devant un linéaire en se disant « T'as vu mon produit, il y a 4 rayons alors que la semaine dernière, j'en avais que 3. J'avais que 3 places, maintenant j'en ai 4. » Ça ne suffira pas. Après, il y a aussi des choses sur l'aliment, il faut penser à la santé. C'est-à-dire, je fais du bien à la planète, mais je fais du bien à l'homme, parce qu'on parle de la planète, mais on en fait partie dessus quand même, il ne faut pas trop l'oublier. Donc je crois que ça, c'est aussi important, parce que je donne du sens à ce que je fais. À un moment donné, je vends un produit, je fabrique un produit, voilà, ça amène ce sens-là. Et donc, dans la chaîne, il faut qu'il y ait cette chaîne de valeur qui soit maintenue, parce qu'elles viennent de très très loin. C'est des choses qu'ils ont accrochées dans leur enfance, dans pas mal de choses, et qui aujourd'hui est tellement en raccord avec les valeurs qu'on doit avoir dans la société, qui se disent mais il va falloir qu'on vive comme ça, quoi. Et après, je vais juste dire autre chose, c'est que nous, dans la formation, on se pose quand même beaucoup de questions sur la formation tout au long de la vie, où je pense que si jamais, parce qu'on parle, une fois que vous avez recruté, les gens s'en vont. Parce que moi, je vois les industriels qui viennent nous voir en nous disant vos purs panais, ils sont gentils, mais au bout d'un an, on ne les voit plus. Ils ont raison. Enfin, je veux dire, alors la première des choses, je leur dis payer les plus, mais voilà, mais ça fait pas toujours rire. Mais après c'est quoi? Et je pense que apprendre plus et sentir que dans l'entreprise, on est en train de se développer, on est en train de continuer à grandir, et du coup d'avoir un rôle important, je pense que c'est vraiment un élément qui amène de la pérennité. Et là, je crois qu'il va falloir qu'on revoie, nous aussi, hein, c'est-à-dire quand je dis qu'on revoit, je suis dedans. Nous, on est en train de se poser énormément de questions sur cette formation et sur de la valorisation, sur de la certification qui va permettre finalement, en rentrant dans une entreprise, de ne pas avoir le même CV, pour me tourner vers Jérôme, de ne pas avoir le même CV 5 ans, 6 ans, 7 ans après, parce que tout simplement, j'ai presque continué ma carrière dans l'entreprise. Voilà. Alors justement, Jérôme Introvigne, toi, quels arguments en tant que recruteur tu donnes à tes candidats qui, certains, j'imagine, connaissent pas encore l'agroalimentaire avant le coup de téléphone? Alors s'ils connaissent l'agroalimentaire, parce qu'en fait, il n'y a quasiment pas de passerelle entre les différentes filières industrielles. Quand vous travaillez dans le BTP, vous y travaillez quasiment toute votre vie. Quand vous travaillez dans l'agroalimentaire, vous y faites votre carrière, à part des gens comme moi qui la quittent finalement pour mieux interagir avec elle. Mais c'est rare, enfin en tout cas, il y a très très peu de passerelles, si ce n'est peut-être avec les cosmétiques. Où là, typiquement, et récemment, j'ai fait un recrutement, un responsable production qui est passé de l'agro à la cosmétique. Ça aurait pu être dans le cas, dans l'inverse, parce que les process sont relativement proches, etc. Les cultures sont relativement proches. Mais il y a très très peu de passerelles. C'est pour ça que je vous dis, il y a une double compétition. Il y a une compétition au départ pour faire venir les jeunes vers ces filières agroalimentaires. Et donc, moi, je trouve ça génial, la réponse d'Eric. Il leur dit, moi, je leur parle de nature, je leur parle pas de bouffe, de l'agroalimentaire, d'usine, d'industrie, de filière, je leur parle de nature. Et c'est peut-être ça qu'il faut cultiver justement pour les faire venir au départ. Ça, c'est la première compétition avec les autres filières. Pourquoi un avion plutôt qu'un chou-fleur, quoi? Enfin, la question se pose. Et puis après, c'est une compétition interne en fait. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est au sein de la filière agroalimentaire, finalement, c'est les entreprises qui sont en compétition les unes avec les autres sur un ensemble de talents qui sont limités. Et donc, c'est de la compétition interne. Et donc, après, c'est plutôt l'attractivité d'une entreprise par rapport à une autre, de ses produits. Et donc là, on va parler avant tout sur les jeunes populations d'épanouissement et d'apprentissage, parce que leurs attentes, elles sont là. Moi, je veux m'autonomiser, je veux m'épanouir, mais je veux apprendre. Je veux surtout apprendre, parce que je sais que c'est en apprenant que je vais apprendre de moi-même et que je vais m'épanouir. Donc c'est vraiment une attente moi j'appelle ça l'apprentissage continu, de la formation continue, mais c'est le même sujet. Et il y a un accent à mettre énorme sur la formation dans l'agroalimentaire, pour le coup. Il y a des attentes là qui ne sont pas remplies. Il y a des entreprises qui sont au minima de la réglementation et qui pourraient aller beaucoup plus loin, de mon point de vue. Et notamment chez les jeunes techniciens, les jeunes cadres, il y a vraiment énormément d'attentes là. Et si vous leur promettez à l'embauche qu'ils seront formés sur les 18 prochains mois, je peux vous assurer que vous allez en attirer plus. Il y a quand même une problématique de rémunération. On n'est pas sur une filière. Là, on parle de compétition interne, donc forcément, il y a un enjeu de rémunération. Et quand les candidats savent qu'ils ont le choix, moi aujourd'hui, clairement, un candidat, c'est lui qui m'évoque ses prétentions salariales avant que moi, je lui dise si c'est jouable ou pas. On a inversé les postures. Il me dit, moi je veux 50 000 euros, et moi je dis, j'ai 45 000 de budget. Quoi. Vous voyez, on en est là. Quoi. Et donc ils ont vraiment le choix, donc il y a quand même ce sujet rémunération, et là il y a des accords de branche à retravailler, de mon point de vue, donc il y a un enjeu de filière, clairement, et là vous êtes en compétition. Pour les postes les moins qualifiés avec d'autres filières, mais sinon entre vous. Et puis il y a des enjeux de management. Structurellement, l'agroalimentaire, c'est des PME. On parle de
500 000 emplois. En fait, quand on regarde vraiment l'agroalimentaire, c'est plutôt 350, 400 000. Et on parle de 17 000 entreprises. C'est-à-dire qu'on est sur les entreprises de 20 personnes en moyenne. Et dans une entreprise de 20 personnes, on n'a pas forcément les meilleures formations autour du management, on n'a pas forcément les meilleurs managers, on n'a pas forcément la capacité à créer un parcours pour les personnes qui vont être recrutées. Et même s'il y a des passerelles en interne, effectivement, elles ne sont pas toujours bien travaillées. Et donc, il y a peut-être des enjeux de regroupement, parce que vous faites typiquement à l'Agropole en ayant une myriade de PME, mais j'allais dire de consolidation via des clusters, via des clubs, via des organisations transversales qui vont permettre d'amener deux réponses. La réponse sur l'attractivité du territoire, parce que quand on recrute à Agen, c'est pas simple. Et effectivement, dès qu'on doit recruter en zone rurale, c'est beaucoup plus compliqué qu'à côté d'une métropole. Et parce qu'il y a un deuxième emploi à trouver. Enfin, en général, on déplace en couple. Et donc, il faut trouver un deuxième emploi. Et si vous êtes sans boîte, c'est plus facile de trouver un deuxième emploi que si vous êtes tout seul. Donc, il y a l'attractivité territoriale. Et puis de vous regrouper comme ça serait aussi un moyen de créer des parcours pour des candidats en disant moi, je vais le garder 3 ans dans mon entreprise et puis il aura peut-être 3 ans chez mon copain de l'autre côté de la rue. Et on est en train de voir apparaître ce genre de démarche. J'ai une démarche comme ça du côté du Lot qui est en train de se structurer. Il y a des entreprises qui sont en train de se regrouper pour dire on est capable de fournir un deuxième emploi. C'est la même chose du côté de Brive, il se passe des choses dans ce sens-là. Enfin, les zones rurales sont en train de s'approprier ces problématiques-là. Et je pense que structurellement, comme on a une myriade de PME, elles auraient tout intérêt à essayer de travailler sur ces sujets-là. Donc la question qui va porter ces projets d'association, de clusterisation, etc. pour rendre la chose possible. Merci Jérôme. On parle d'industriel, donc vous attendez avec impatience les éléments de Mathieu. Mathieu, directeur d'usine de la Nature. Quand on est chez la Nature, comment on fait pour... quels sont les outils que tu mets en place, toi, dans ton usine, à Damazan, pour attirer, fidéliser tes collaborateurs, tes salariés, ton équipe? Ouais, du coup, il y a deux notions. Il y a attirer, puis fidéliser, effectivement. Quand ils arrivent, il faut faire en sorte qu'ils ne partent plus. Pour attirer, donc c'est donner envie de venir travailler pour son entreprise. Alors, pour moi, aujourd'hui, le salaire n'est plus du tout le seul critère. Alors, il faut être dans les salaires du marché, ça c'est essentiel, mais c'est plus du tout le seul critère en fait. Et ce qu'on constate pour moi, c'est un besoin très fort d'identification, donc ce qu'on appelle la marque employeur. C'est est-ce que la personne, le jeune, va trouver pertinent de venir travailler pour BioVivert, pour le groupe Léa Nature. Et du coup, nous, pour le coup, je dirais, on a la chance de bénéficier plutôt d'une bonne image qui est portée forcément par le groupe Léa Nature, hein, qui mène beaucoup d'actions philanthropiques, environnementales, qui est assez connu pour ça. Alors je ne l'ai pas dit, mais aussi on a une conserverie qui est 100% bio. Donc c'est des valeurs qui parlent aux personnes qui vont venir travailler chez nous. Donc il y a ce premier point-là qui est important vraiment à travailler. Et après, comment fidéliser? Pour moi, donc comment ne pas donner envie de partir? Pour moi, il y a 3 aspects. Il y a la qualité de vie au travail, forcément, qui est important. Il y a, et je rejoins ce que vous disiez Eric, c'est donner du sens. C'est peut-être d'ailleurs le point prioritaire. Et après, donner de la perspective. Donc, qualité de vie au travail, c'est comment on fait pour que le jeune se sente bien au sein de son entreprise. Donc forcément, je rejoins, je suis d'accord sur le fait que ça passe énormément par le management. Donc avoir un management humain. En fait, c'est assez simple, c'est quelle est la considération qu'on donne à son personnel. Est-ce qu'on considère suffisamment les personnes qui travaillent chez nous? Et aussi, est-ce que les personnes qui travaillent chez nous comprennent, je trouve que ça c'est un point clé, comprennent la valeur ajoutée qu'ils ont au sein de l'entité. Parce qu'une personne qui viendrait travailler et au final, sorti de sa journée, il n'a pas bien compris ce qu'il a apporté à l'entreprise, il va pas s'attacher à l'entreprise, il va rapidement partir. Donner du sens, là on est vraiment sur les valeurs qui sont portées par le groupe, par l'entreprise, donc forcément tout ce qui est RSE, et puis c'est pas le tout d'avoir un discours RSE, c'est aussi tous les actes, toutes les actions qui en découlent. Et ça, pour le coup, le groupe Léa Nature, ce qui est intéressant, c'est que la RSE, c'est dans l'ADN du groupe.
Et ce n'est pas un moyen de vendre plus, on va dire, ce qui est assez rare pour moi. C'est ce que j'apprécie dans le groupe. Et après, donc, sur le fait de donner de la perspective, donc c'est ça, c'est de dire à un jeune qui va arriver, tu ne vas pas rester sur ton poste pendant 5 ou 10 ans, on va pouvoir t'accompagner. Et c'est toutes les démarches effectivement d'accompagnement, donc ça passe par le management, mais aussi de formation. Et là, pour le coup, pareil, pour le groupe Léa Nature, on a la chance d'avoir une académie de formation, parce qu'on a quand même 25 sites dans le groupe. Donc, on a une académie qui permet justement d'apporter pas mal de formations. Voilà pour BioVivert. Merci Mathieu. Si on redescend un petit peu vers le sud, là, on a beaucoup parlé du nord finalement, le nord du Lot-et-Garonne. On va redescendre un petit peu sur le sud avec l'agropole. Jérôme faisait écho à quelques activités, quelques exemples qu'on a amenés sur l'agropole récemment. Agathe, est-ce que toi tu peux nous en parler et nous en dire un peu plus ? Oui, au niveau de l'agropole, depuis maintenant plusieurs années, on a un événement qui est renouvelé tous les ans, 2 fois par an, qui s'appelle Agropole Recrutement, et où on va justement, Jérôme en parlait, mutualiser les forces des industriels du site, mais pas que, puisqu'on va aussi, BioVivert est aussi présent à Agropole Recrutement. Donc au-delà des frontières d'Estillac, on mutualise les forces des entreprises du département et d'Agropole pour, en une journée, optimiser un maximum en faisant du job dating et d'avoir un maximum de futurs recrues sur le site de l'agropole. Donc je vous ai parlé tout à l'heure de 200 CDI qui étaient à pourvoir aujourd'hui sur le site. Donc effectivement, dans le département, on doit être à un peu plus de 300 postes à pourvoir au niveau du Lot-et-Garonne. Et c'est un événement donc, qui est réitéré chaque année 2 fois par an. Donc c'est assez intéressant pour mutualiser les forces des entreprises. Et on a une 40aine d'entreprises qui doivent participer, 40-50 entreprises qui participent chaque année. Donc voilà une des premières initiatives qu'Agropole a pu mener ces dernières années. Et dernièrement, depuis plusieurs mois, on est inscrit dans une grande démarche collaborative qui est assez ambitieuse, qui va regrouper plusieurs partenaires qui soient industriels ou aussi partenaires de l'emploi local, qui va promouvoir justement l'image de l'agroalimentaire. Tout à l'heure, Jérôme parlait de redorer l'image du secteur agroalimentaire. Eric parlait aussi de la fidélisation des compétences. Donc dans ce projet, dans cette démarche collaborative, on aura des ambitions aussi de développer des outils de fidélisation des compétences et des salariés. Et Mathieu parlait aussi donc, de redorer l'image, j'en ai déjà parlé, mais voilà, on aura aussi des ambitions de favoriser l'agroalimentaire et de redorer cette image-là auprès des jeunes surtout, mais aussi de sourcer différents recrues. Pas forcément cibler les jeunes, mais aussi différentes recrues auprès forcément des réfugiés ou ce genre de secteur. Et les PME, évidemment, j'en parle. J'ai oublié le point PME, mais évidemment, on est un focus sur les PME du groupe. Bon, en tout cas, sans faire de conclusion hâtive, mais on est entre la recherche du sens et aussi la recherche de collectivité finalement autour de ces actions. Ça devient important en 2022. Si on se projette un peu plus loin maintenant, parce que il faut regarder demain, parce que c'est aussi la préoccupation, mais il faut aussi regarder après-demain, comment ça peut se passer. Et on est aujourd'hui là autour de la table pour réfléchir à ce qui se passera après-demain, justement. Le gouvernement a lancé il y a quelques mois maintenant un grand projet d'investissement qui s'appelle France 2030. Vous allez voir pourquoi je pose cette question. Autour desquels l'alimentation durable fait partie des grands enjeux de demain, en tout cas pour la France et donc pour le territoire, dans 10 ans. Si on revient à 2030, justement, et je vais laisser la main à Jérôme Introvigne, ça serait quoi un bon recrutement finalement en 2030 ? Alors tu vas être collé sur la première question, je suis désolé, je vais passer par toi. Et puis la deuxième qui serait un peu plus vicieuse, ça serait quoi un bon recruteur finalement en 2030 ? Un bon recrutement en 2030 ? C'est-à-dire, tu m'attends sur le process ou sur la recrue ? Comme tu me connais, je t'attends sur pas mal de sujets. Déjà, je pense qu'il faut que les recruteurs acceptent, ça va pas être facile, que les candidats ils viennent, ou les nouvelles recrues ils viennent pour un projet. Pour un projet qui est de 2-3 ans maximum, ils ne se projettent pas beaucoup plus loin.
Et en tout cas, les moins de 35 ans aujourd'hui, ils me parlent du projet de l'entreprise. C'est quoi le projet? Je viens pour quoi faire, quoi? Enfin, c'est quoi l'état de l'entreprise? Elle est dans son cycle de vie, elle en est où? Et finalement, je viens participer à quelle aventure? Et d'ailleurs, mes annonces, sur mes annonces d'emploi, je raconte l'histoire de la boîte. En 3 étapes de l'entreprise, de son organisation, je raconte un petit peu où on en est. Parce qu'on vient participer à une aventure, en fait. Et donc, déjà, le bon recrutement, ça sera celui qui accepte que, en fait, c'est une aventure qu'on vient proposer à un candidat qui vient jouer avec nous pendant 2-3 ans, mais pour ce projet-là. Et que si on veut le garder 2-3 ans de plus, il faudra relancer une nouvelle aventure, un nouveau jeu, vous voyez, un nouveau challenge, un nouveau projet d'entreprise. Mais c'est classique, dans les boîtes, on a des stratégies en général à 3 ans, donc enfin, ça peut très bien fonctionner. Pardon. Mais aujourd'hui, en tout cas, dans les moins de 35 ans, c'est ça qu'il faut accepter du côté recruteur et accepter effectivement de proposer un projet, de proposer de venir écrire, de coécrire cette page de l'histoire, mais finalement pas grand-chose de plus. Donc pour moi, un bon recrutement, ça sera ça. Dans quelques années, on viendra dire, tiens, voilà où j'en suis, voilà où on en est, voilà ce qu'on veut faire, et voilà pourquoi on a besoin que vous veniez jouer avec nous. Je dis bien jouer, hein, parce qu'il y a un côté plaisir, il y a un côté participation, il y a un côté vraiment collaboratif, il y a un côté challenge. Donc il y a cette dimension du jeu qui fait qu'effectivement, il y a de l'attractivité qui se crée. Et un bon recruteur, alors je vais rester dans l'agroalimentaire, moi je vous invite tous à ouvrir vos entreprises déjà, parce qu'on est sur des secteurs extrêmement secrets, alors qu'en fait, il n'y a pas grand chose à cacher. Enfin, vous faites tous de la même façon, pour avoir visité des dizaines et des dizaines d'usines. Voilà, et à l'époque de Poult, on a fait venir TF1, M6, Canal, je sais plus, enfin on a ouvert ça à tout le monde, on a fait flipper un petit peu les patrons de l'industrie, des directeurs d'usines, etc. Mais en fait, on n'a rien perdu en termes de compétitivité, de compétition, de concurrence, etc. Je crois qu'on a gagné beaucoup en image à l'époque et qu'on a attiré beaucoup de talents grâce à ça. Donc je vous invite vraiment à ouvrir vos boîtes, quoi. Enfin, à montrer vos produits, à montrer vos process. Vous avez des super équipements industriels en général et vous ne les montrez pas, vous les cachez, quoi. C'est le premier point. À prendre la parole un peu plus. On est dans un secteur qui n'est pas à la pointe en termes de numérisation. On parlait de marque employeur, etc. Il y a un peu de boulot encore, hein. Très, très clairement. Et donc un bon recruteur, ce sera celui qui mettra en avant son environnement managérial, en fait. Au-delà du projet d'entreprise et des enjeux techniques et technologiques, ce sera voilà comment ça va se passer chez nous. Enfin, vous avez une boîte qui cartonne aujourd'hui dans les agences au sens large de recrutement, c'est Welcome to the Jungle, qui propose aux entreprises finalement de faire leur marque employeur. C'est-à-dire qu'il vous envoie quelqu'un, enfin un photographe, un caméraman chez vous qui vient filmer, qui vient faire des photos dans vos bureaux pour expliquer finalement à quoi ça va ressembler. Ça va être quoi votre vie au quotidien dans cette équipe-là, dans cette entreprise-là, etc. Et donc il y a en recrutement réussi, ça sera aussi ça sera, enfin, un recruteur qui gagne, ça sera celui qui est capable effectivement pas faire semblant, d'être intègre, mais de s'ouvrir à l'autre, de s'ouvrir et de faire venir finalement les talents parce que via le numérique et via le physique, il est capable de les accueillir. Merci Jérôme. Eric, sur cette ligne-là, quelles seraient les formations, les outils de formation finalement? Quelles innovations pédagogiques on peut attendre d'une école d'ingénieur dans 10 ans? C'est pas un problème technique. C'est absolument pas un problème technique parce que la technique, on l'intègre. On est passé en numérique du jour au lendemain. J'ai fermé l'école, il n'y avait plus personne. Ce ne sera pas numérique parce que ce sera peut-être il y aura du numérique, ce sera dans le numérique. Moi, je peux faire une réponse très 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 courte qui est celle que je donne puisqu'on est en train de travailler sur le fait de revoir les compétences qu'on va devoir avoir à faire acquérir à nos étudiants pour le futur. Moi, j'ai une seule réponse qui peut être très très courte mais très vaste, c'est l'humain. Juste ça. Et à partir de ça, ça veut dire je le protège, je ne réchauffe pas son environnement, je le nourris bien, je pense à lui, je pense qu'il a une importance dans ma... Enfin, c'est juste ça, parce que de la technologie, moi, on va vous fournir des ingénieurs, il n'y a pas de problème, hein, ils vont avoir des techniques, et en vérité, on ne leur fournit pas une technique, nous on leur fournit une vision plutôt systémique pour qu'ils puissent apprendre une technique qui est celle que vous leur fournirez, parce que nous on ne leur a pas appris toutes les techniques, c'est pas possible de connaître tout le savoir. Donc en revanche, ils sauront s'adapter. Mais ils vont s'adapter par rapport à quoi? Par rapport au fait qu'aujourd'hui on commence, puisqu'on commence à sentir le frein. Moi aujourd'hui je regarde les boîtes qui marchent, qui n'ont aucun problème de recrutement, il y en a. Elles ont fait un sacré travail. Regardez ce qui vient de se passer sur Patagonia, qui a fait parler de lui. Patagonia, ça fait 30 ans qui se bouge.
Donc, si on veut se projeter, il y a 30 ans, on pouvait rigoler, ils étaient baba cool, ouais, c'était sympa, c'était pour les grimpeurs, machin. 3 milliards, bon, voilà. Donc, voilà, on commence, et avec un grand H, voilà. Merci Eric. Côté industriel, comment tu imagines, Mathieu, ton usine dans 10 ans? Pas moins de 10 ans maintenant, parce que finalement, on est déjà en 2022. Hein. Il nous reste que 8 ans qu'on arrive à 2030. Hein. Ça va arriver vite. Ouais. Comment j'imagine mes équipes en 2030? C'est compliqué. Je les imagine déjà peut-être venant d'horizons complètement différents. Parce que je pense aussi que demain, et de moins en moins, on n'aura plus un seul métier dans notre vie. Je pense qu'on va beaucoup changer. Et donc, déjà, il faut donner envie de venir travailler dans l'agroalimentaire et dans son entreprise. Et puis, il faut être capable d'accueillir des personnes, parfois qui peuvent être nouveaux dans ce domaine-là. Je pense que le sens, vraiment, ça va continuer à se renforcer et c'est vraiment là-dessus qu'il faut travailler. C'est-à-dire que les jeunes, de plus en plus, voudront venir travailler pour une entreprise qui donne du sens, clairement. Il y a aussi forcément un rééquilibrage, je pense, sur les jeunes générations, vie pro, vie perso. Ça, c'est quelque chose aussi qu'il faut appréhender. Et je pense que la clé, c'est aussi de s'adapter en fait à chaque membre de son équipe. Comme le disait Jérôme, faut accepter qu'il y ait un jeune qui vienne pour un projet. Donc du coup, c'est bien, on le capte. Mais toujours pareil, c'est quelle perspective on peut lui donner? Est-ce qu'on peut lui offrir un autre projet en suivant? Et je pense qu'il ne faut pas aussi avoir peur que les personnes quittent l'entreprise. Je pense que ça fait partie de la vie d'une entreprise. Et ça amène aussi du sang neuf. C'est ça qui fait que l'entreprise continue de grandir. Et je trouve que quand on a peur que les gens partent, c'est quelque chose qui devient assez malsain. Je trouve qu'au contraire, ce serait intéressant de les accompagner, même sur des projets peut-être personnels. Et je pense que c'est là l'une des clés, en tout cas. Ouais. Peut-être un mot, Sylvain, là-dessus. Là, justement, issu de Poult, je travaille pas mal avec des entreprises dites libérées, vous savez, avec un management très collaboratif, très hiérarchisé, etc. Et j'aurais proposé de créer une plateforme commune. Donc on a des grands noms là-dedans, qui commencent par bio, qui finissent par coop, vous voyez, des gens comme ça, des grosses structures. Aussi, où on peut parler quelques centaines, voire quelques milliers d'emplois. Et je leur ai proposé à quelques-uns de créer une plateforme où effectivement on faciliterait le fait de quitter l'entreprise pour aller vers une autre entreprise qui a un management relativement proche, même si le secteur d'activité est assez différent en fait. Et je pense par rapport à 2030 et à ce qu'on va voir demain, qu'on va avoir de plus en plus d'espèces de filières, de clusters comme ça, où finalement on tracera un parcours, une carrière au sein de plusieurs entreprises, mais dans une espèce de communauté d'entreprises. Et une communauté de sens pour le coup. Peut-être que là-dessus, Agathe d'Agropole, oui, peut nous donner quelques exemples où comment toi tu vois les choses aussi dans 10 ans. Mais déjà, pour commencer, je rejoins ce qui a été dit sur le sens, puisqu'on a énormément de témoignages sur des changements de vie, des changements de carrière, sur comment donner du sens à ma vie, comment je peux participer à un monde meilleur. Donc on a parlé de RSE, on a parlé d'adaptation au changement climatique. Donc je rejoins tout à fait ça. La quête de sens pour les nouvelles générations qui vont s'installer dans l'industrie agroalimentaire. Donc comment les entreprises vont pouvoir communiquer et faire envie et donner envie pour attirer ces compétences-là. Donc comment intégrer ce sens-là au quotidien dans leur mode de production, leur mode de management. Donc ça, je vous rejoins tout à fait là-dessus. Les nouveaux métiers, je pense aux nouveaux métiers, on a parlé de food tech, de numérique, de robotique. Certes, ils ne vont pas forcément tout révolutionner, mais ils vont participer à cette quête de sens, je pense. Et donc il y aura des nouveaux métiers à intégrer dans ces industries agroalimentaires et comment les mettre en avant aussi demain. Travailler sur la RSE, travailler sur la cobotique, sur les lignes de production. Donc ça va attirer, j'imagine et j'espère, d'autres talents. Et le dernier point que j'avais, c'est le collectif. Effectivement, ouvrir les entreprises, qu'elles puissent communiquer, comme disait Jérôme, sur leur mode de production, sur leurs ressources et travailler le collectif et pas forcément penser que la compétition, on va piquer mon employé, ah ben non, lui il va aller à un autre endroit. Donc essayer de la jouer collectif sur la communication et
y ait effectivement un porteur, Agropole Demain on verra, qui puisse d'une même voix promouvoir la filière, en tout cas pour nous dans le Lot-et-Garonne. Voilà quelques pistes. 2030, c'est dans 8 ans finalement, donc on n'a plus qu'à bosser. Ça va aller très vite maintenant. Le débat se termine. Je laisse la place aux questions. N'hésitez pas. C'est la fin de soirée au CFIA, c'est toujours un peu compliqué. La première question serait bienvenue. Vous pourrez me voir après. On récompensera la première question. Pas de questions ? Une première question toute simple, parce que vous avez parlé de manque de ressources en agroalimentaire, mais c'est sur tous les postes, c'est plutôt, ou c'est vraiment sur les opérateurs, techniciens, cadres? De ma fenêtre, moi je recrute plutôt des cadres et des techniciens supérieurs. C'est pas là que est le plus gros souci en fait, clairement dans l'agroalimentaire, parce que justement il n'y a pas eu la crise Covid, contrairement à d'autres filières qui ont dû licencier, qui doivent recruter derrière. En 2021, on a recruté que des commerciaux quasiment. Enfin, vous voyez, c'était tout à coup, en 2019-2020, il fallait des informaticiens. En 2021, il fallait des commerciaux parce qu'il fallait chercher le business qu'on avait perdu. Dans l'agroalimentaire, ça n'a pas été vraiment le sujet. Donc, il y a un turnover assez classique. On est entre 6 et 8 points. Donc, c'est pas gigantesque. Et donc, c'est juste du renouvellement, si ce n'est la question de ces 5000 créations d'emplois quand même, qui m'interroge moi personnellement. Et donc, les sujets, ils sont plutôt dans les usines, pour le coup, où on a un double problème d'attractivité, zone rurale, on le disait tout à l'heure, et puis mauvaise image de la filière, clairement. Et là, il y a une compétition très très serrée avec le fait d'aller livrer des colis Amazon toute la journée ou faire d'autres types d'emplois dans d'autres filières qui ont revu largement la pénibilité de leur métier. Enfin, quand je vois les coiffeurs qui ferment le samedi parce que sinon ils n'ont pas de coiffeuses qui viennent travailler chez eux, il se passe des choses. Vous voyez, quand je vois des usines qui m'annoncent là, qui vont arrêter les 3-8 et repasser en 2-8 parce que la nuit ils n'arrivent pas à recruter et que les gens s'en vont parce qu'ils bossent la nuit, c'est-à-dire c'est une réorganisation complète de l'outil industriel qui permet pour aller dans ce sens-là. Donc il va y avoir des gros sujets comme ça, effectivement, de mon point de vue, demain sur les opérateurs de production, parce que c'est là que va poser le sujet. Maintenant, il y a 10 ans déjà, on écrivait dans les plans stratégiques de Poult qu'on aurait une problématique de main-d'œuvre dans les années 2020-2025. On est en plein dedans. Enfin, statistiquement, c'était déjà écrit. On voyait, il suffisait de tracer la ligne, tirer le trait. Et qu'on avait un gros enjeu de robotisation de certaines fonctions. Voilà, donc c'est aussi après des problématiques donc, de marge dans la filière, de capacité d'autofinancement, de capacité d'investissement qui ont fait qu'on se retrouve dans des situations comme celle-ci. J'espère avoir répondu. D'autres questions? Non? Pas de regrets? Merci à tous les quatre, Eric, Jérôme, Agathe et Mathieu, pour cet éclairage sur ce qu'on a à faire encore dans les prochaines années sur l'agroalimentaire. Il y a du boulot, dans tous les sens du terme, et en tout cas, on sera là pour y répondre. Merci à tous, merci aux internautes de CFIA de nous avoir suivis ce soir, et bonne soirée sur le CFIA de Toulouse, et à très vite.